Bonjour, nous, on va vous présenter donc la troisième partie de l'exposé global qui est donc par rapport au risque de dépérissement des principales essences face au changement climatique. Hop. Et cet exposé, enfin ce sous-exposé va se structurer un peu en trois petites parties qu'on a explorées. Donc tout d'abord, regarder donc le taux de dépérissement par essence sur les essences qu'on a observées sur le terrain. Ensuite, donc on va vous parler de nos modèles de prédiction du dépérissement qu'on a mis en place et on finira par vous présenter une sorte de comparaison des modèles alternatifs qu'on a pu mettre en place pour un peu voir ce qu'on pouvait explorer. Donc, quand on travaille sur le dépérissement, on commence toujours par se poser la question, comment est-ce qu'on caractérise ce dépérissement? Nous, pour notre étude, on a décidé de se baser sur le protocole dépéris. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce protocole, il consiste à comparer un arbre qu'on observe, un arbre de référence, qui est en certaine sorte un arbre qui serait dans un état de santé parfait. Et donc, sur cet arbre, on note la partie du houppier fonctionnel, donc celle qui n'est pas soumise à concurrence. Et sur cette partie, donc, on note en pourcent la présence de branches mortes et le manque de ramification. Et donc, ces deux notes, après, elles sont assemblées pour donner une note qui va des arbres sains à un arbre qui serait mort. Quand on travaille aussi sur le dépérissement, il faut aussi se poser la question des données qu'on a à notre disposition. Donc, nous, on a travaillé sur les données de l'inventaire forestier national. Et notamment, on a fait un tri pour travailler uniquement sur les zones où il n'y avait pas eu d'intervention récente pour justement essayer de minimiser les effets de la gestion sur justement les observations qu'on pourrait avoir. Le problème de ces données, c'est qu'en fait, sur le protocole IFN, la notation manque de ramification est prise en compte uniquement depuis 2021. Et donc, nous, on a décidé d'utiliser pour la majorité de notre travail une notation du dépérissement liée majoritairement à la note liée aux branches mortes. Donc, on a considéré qu'un arbre était dépérissement à partir du moment où il avait reçu la note 3 d'après le protocole dépéris, c'est-à-dire au moins 50% du houppier fonctionnel qui correspond à des branches mortes. Et donc, cette notation nous a permis du coup d'obtenir notre variable qu'on étudie, qui est donc le dépérissement qu'on a donc noté en binaire dépérissant ou sain. Donc, une fois qu'on avait ces informations, on s'est dit qu'on allait regarder par rapport aux différentes essences qu'on a rencontrées lors de notre phase de terrain sur le parc, à quel point elles étaient dépérissantes dans l'état actuel. Donc à gauche, vous voyez un premier tableau qui compare à la fois les données IGN entre 2021 et 2023 et nos relevés sur le terrain. Et donc c'est des notes qui sont basées sur les arbres qui ont pu avoir la notation dépéris. Et à droite, c'est un autre tableau où justement on compare plutôt quelque chose de temporel, donc entre 2012 et 2017 et 2018 et 2023, pour voir comment a évolué ce taux de dépérissement au cours du temps. Et donc l'objectif de ces deux tableaux, c'était d'en tirer une première conclusion, donc de pointer certaines essences qui seraient particulièrement déjà touchées aujourd'hui. Et donc ce travail a abouti à ce petit tableau qui donc nous a permis de classer en trois classes dépérissement faible, moyen et important les différentes essences qu'on va étudier par la suite. Pour intégrer le travail de nos collègues du groupe 1 qui ont donc fait une belle cartographie des différentes zones climatiques actuelles sur le parc, on s'est aussi posé la question si, selon ces zones climatiques, on observait des différences de dépérissement. Donc sur la figure à gauche, c'est les feuillus et à droite les résineux. On n'a pas pu faire un classement plus précis puisqu'après, ça devenait un peu court au niveau des effectifs. Donc on a conservé ces deux grandes classes et donc ce qu'on voit déjà c'est que les feuillus sont beaucoup plus atteints en général que les résineux avec des pourcentages, des taux de dépérissement qui peuvent atteindre 17%. Et ce qu'on voit, c'est ce qui peut être un peu étonnant et finalement pas tellement puisque la bibliographie le dit souvent, c'est que les zones montagnardes sont assez touchées, même si sur les feuillus c'est cette zone à influence océanique qui est très touchée. Et donc une fois qu'on avait analysé plutôt ces données ponctuelles grâce aux inventaires, à l'inventaire de l'IFN, on a voulu élargir ça grâce à une partie de modélisation. Donc, qui dit modélisation dit modèle. Un modèle, donc c'est une approximation qu'on va faire. Donc, en l'occurrence, la variable qu'on va essayer d'approximer, de modéliser, c'est le caractère dépérissant ou non d'un arbre, donc pour différentes essences. Et on va également donc expliquer ce caractère dépérissant ou non grâce à des variables explicatives. Alors là, vous voyez, on a une batterie de variables explicatives qu'on peut sous-catégoriser en trois catégories. Donc les variables de peuplement,
les variables de sol et les variables climatiques. Je vais attirer votre attention sur les variables climatiques en prenant l'exemple de la température moyenne. On a intégré différents effets, on va dire, possibles de la température dans le modèle par des calculs. Donc, tout d'abord, on a commencé par ce qu'on a appelé température moyenne de référence, c'est-à-dire c'est la température moyenne de référence sur la période de 1961 à 1990, donc la période de référence climatique. Ensuite, on a une deuxième variable qui est la température moyenne de relevé. Celle-là, donc, ça correspond à la moyenne de la température sur les 10 ans qui précèdent le relevé, qui correspond, on va dire, à la donnée ponctuelle de température au moment où on a pris le relevé. On a enfin 3 variables qu'on a calculées qui permettent d'intégrer les variations de température par rapport à la période de référence. Donc tout d'abord, on a l'anomalie qui est la plus simple. L'anomalie, c'est simplement la différence entre le relevé et la référence. C'est-à-dire que si la température a augmenté, on essaie de voir si cette augmentation a un effet sur le dépérissement des essences. Ensuite, on en a un deuxième qui s'appelle l'interaction zéro et qui qui essaie d'intégrer à la fois la température initiale de la référence et l'augmentation ou la diminution de température. Donc pour cela, on crée artificiellement une variable d'intégration zéro qui correspond à la multiplication entre l'anomalie et la référence. Mais elle intègre donc ces deux aspects, donc augmentation de température et température initiale, enfin le seuil initial. Et on a une deuxième interaction qui rentre en jeu et cette fois-ci qui prend en compte un peu, qui prend le contre-pied un peu de la première hypothèse. Donc la première hypothèse, l'idée c'était que si on était déjà dans un climat très chaud avec une température qui augmente beaucoup, on allait probablement dépasser la niche écologique et donc il y aurait un dépérissement très important. Alors que dans le second temps, on va regarder donc si la température était assez faible et qu'on a une grosse augmentation de température, on va intégrer une sorte d'habituation au stress, c'est-à-dire que les arbres qui ne sont pas habitués à être au stress devraient subir un dépérissement plus important. Donc voilà nos hypothèses. Et donc, grâce à toutes ces variables, l'objectif, ça a été de construire différents modèles. Donc, on a construit des modèles et donc, on a réussi au total à faire des modèles pour 11 essences différentes. Et donc, ici, je vous présente un peu les conclusions générales que l'on a pu tirer à partir des variables qui ont été sélectionnées au fur et à mesure de notre construction de modèles. Donc ici, vous pouvez voir sur la droite donc les variables qui sont ressorties un plus grand nombre de fois dans nos différents modèles. Donc en l'occurrence, l'interaction zéro dont vous parlait Marion juste avant et la circonférence à 1,30 m. Et donc sur l'axe des ordonnées, on voit donc l'importance relative des variables qui est représentée, et ce qui nous permet d'identifier un second groupe, donc l'interaction 1 dont on vous parlait juste avant, et le C13 ratio. Et donc ces deux variables, c'est des variables qui vont être moins présentes que les deux précédentes, mais qui, en l'occurrence, quand elles sont là, présentent une importance, une plus grande importance. Donc pour essayer de vous représenter ça un peu plus précisément, vous voyez donc sur la gauche de l'écran l'exemple du sapin pectiné. Donc vous voyez que par la construction du modèle, on a donc sélectionné 4 variables différentes et juste en dessous, vous avez les différents pourcentages donc qu'on appelle donc l'importance relative de chacune des variables. Et donc en ordonnée, c'est donc la moyenne de ces valeurs pour chacun des modèles que l'on a pu représenter. Et donc au global, sur nos différentes essences, on remarque qu'on a une forte influence de la température moyenne et de la circonférence à 1,30 m sur la probabilité de dépérissement. Et donc, ensuite, l'objectif, ça a été de réaliser des cartes et de prédire donc la vulnérabilité des essences dans le futur. Donc, les cartes arrivent, mais juste avant, je vais vous présenter les 4 cas qu'on a pu identifier donc d'évolution. Donc, dans un premier temps, on a des essences qui, dans le présent, sont déjà qui présentent déjà des probabilités de dépérissement assez élevées. Donc, tout à la gauche de votre écran, et qui, dans le futur, donc à horizon 2071-2100, vont présenter une probabilité de dépérissement encore plus élevée ou toujours élevée. Donc c'est le cas du mélèze et du châtaignier.
Et pour le second cas, donc la colonne du milieu, ça va être donc des essences qui, pour le moment, sont plutôt bien portantes. C'est en tout cas dans la construction de nos modèles et les prédictions que l'on a pu effectuer, on retrouve des probabilités qui sont très faibles, mais et qui, à horizon donc 2071-2100, vont présenter des probabilités de dépérissement moyennes, donc entre 0,3 et 0,6. C'est une échelle de 0 à 1, d'ailleurs, je n'ai pas précisé. Et donc, les essences qui sont concernées ici, c'est donc le sapin pectiné, le hêtre et le Douglas. Et je vais vous présenter donc l'exemple du sapin pectiné. Donc, vous voyez ici, donc, dans un premier temps, donc les variables que l'on a conservées pour ce modèle-ci. Et donc, pour représenter ces différentes cartes, pour prédire donc cette probabilité de dépérissement, on a dû utiliser donc une valeur de référence pour les variables de peuplement, puisque on n'a pas eu accès à toutes les variables spatialisées pour le peuplement. Donc ici, en l'occurrence, pour le C13, on a une valeur moyenne de 1,33. Et donc les trois autres variables qui sont sélectionnées, elles sont donc spatialisées à l'échelle du parc national. Et, euh, et donc elles sont calculées pour trois périodes différentes. Donc la période actuelle, et la période 2041-70 et 2071-2100. Donc, de la même manière que le groupe 1 en début de présentation, on a fait des moyennes donc, sur 3 GCM et sur le même scénario pour essayer d'avoir une cohérence avec les travaux des groupes précédents. Et donc ensuite, on a pu découper ces probabilités de dépérissement sur l'aire de répartition de l'essence. Donc c'est pour ça que vous avez une partie du parc national qui est en blanc, puisque c'est logiquement une zone où il n'y a pas cette essence a priori. Et donc, on voit donc l'exemple du sapin pectiné qui, pour le moment, a des probabilités de dépérissement très faibles. Et à l'avenir, donc plutôt lointain, la probabilité va augmenter sur certaines zones. Et donc, pour continuer sur le tableau, donc je vais vous parler des deux derniers cas de figure. Donc, tout à droite, vous avez les espèces, les essences pour lesquelles, en fait, les modèles, pendant la construction de nos modèles, les variables climatiques ne sont pas ressorties comme très significatives. Donc, a priori, il n'y a pas d'effet notable de ces variables-ci. Et le dernier groupe, donc celui de l'épicéa, du pin sylvestre, du pin noir d'Autriche et du chêne pubescent, sont les essences pour lesquelles la probabilité de dépérissement, donc modélisée dans la période actuelle, est assez faible, mais dans donc l'horizon le plus lointain va être beaucoup plus forte. Et donc ici, vous avez un exemple du chêne pubescent. Vous voyez donc sur la gauche la période actuelle, on voit des nuances de vert à jaune, et pour la période future, donc des nuances beaucoup plus rouge à orange, donc une probabilité beaucoup plus élevée. Je tiens à préciser que donc pour cette essence-ci, on a deux variables de peuplement qui rentrent en compte, ce qui veut dire qu'en fait ces cartographies, elles sont principalement basées sur notre interaction 1 de la température moyenne. Donc c'est une des limites en quelque sorte de ces cartographies, puisque ici, en fait, l'évolution, elle va être très impactée par cette variable-ci et beaucoup moins par les autres variables. Et donc, on a réalisé pour donc les 9 essences pour lesquelles on avait des cartographies, des fiches essences que vous pourrez, que l'on va vous partager après cette présentation, et qui vont résumer un petit peu donc ces trois cartes, mais aussi les travaux du début de la présentation avec les taux de dépérissement et une petite conclusion. Et donc, je vais laisser mes collègues enchaîner sur la comparaison des méthodes alternatives. Donc là, on vous a présenté une première approche de modélisation qui était basée donc centrée sur l'arbre et modélisée par des modèles linéaires généralisés. Donc on a également testé deux autres approches. Une première approche, c'était de modéliser le dépérissement non à l'échelle de l'arbre, mais à l'échelle de la placette, en considérant qu'une placette était dépérissante dès lors qu'il y avait plus de 20% des arbres qui étaient dépérissants sur la placette. C'est le seuil du département de santé des forêts. Et on a fait un peu des comparaisons des performances des modèles arbres versus les modèles placettes. Et en soi, les performances des modèles sont assez comparables. Donc, on ne peut pas trop tirer de conclusions là-dessus, mais sont quand même bonnes. Ceci dit, donc, les modèles placettes ont tendance à sélectionner plus de variables de peuplement.
et moins de variables climatiques, et surtout donc n'intègre pas toutes les variables qu'on avait mesurées à l'échelle de l'arbre, comme la circonférence à 1,30 m ou alors le ratio de circonférence qui est un peu un proxy du statut social de l'arbre. Et donc, même si on a des résultats qui sont différents, on observe quand même une cohérence biologique dans les courbes de réponse de nos différents modèles. Donc ça, c'est quand même un point très positif. On n'a pas de grandes conclusions à donner entre, par exemple, arbre et placette, mais c'est des approches qui sont complémentaires et qui nécessiteraient un approfondissement pour plus tard, on va dire, si vous avez la curiosité et le temps. Et on a également testé un modèle de random forest pour voir si ça fonctionnait mieux que ce qu'on a fait nous manuellement, on va dire. Et donc globalement, la réponse est que les performances des modèles qui sortent de random forest sont plutôt meilleures que celles qu'on a avec nos modèles linéaires qu'on a fait tourner manuellement. Et on a une similitude assez forte entre les variables clés, c'est-à-dire notamment la circonférence à 1,30 m, la température, la surface terrière. Mais donc les modèles random forest ne sont toujours pas parfaits. Et par exemple, on n'a pas de contrôle sur la sélection des variables, et donc on peut pas vérifier si y a une cohérence écologique dans les variables qu'on choisit. Donc c'est une approche très intéressante aussi qu'on pourrait coupler, on pourrait coupler les deux approches, mais bon, voilà, on a testé dans le temps imparti ce qu'on a pu. Mais donc ces deux approches-là, donc random forest ou placette, c'est des choses qui sont intéressantes à creuser pour la suite. Comme on l'a dit précédemment, jusqu'ici, nos modèles n'intégraient pas la variabilité spatiale des paramètres de peuplement qui étaient moyennés à l'échelle de l'emprise du parc lors de des prédictions de nos modèles. Et pour intégrer cette variabilité spatiale, nous avons voulu utiliser donc les données LIDAR qui ont permis d'extrapoler les paramètres forestiers. Donc ça, c'est une tâche qui a été réalisée par l'ONF. L'inconvénient donc les limites de ces données, c'est que ces paramètres forestiers ne sont pas tous représentés. On a seulement donc certains paramètres comme la circonférence des arbres, la surface terrière, ainsi que l'indice de Gini qui ont été calculés. Le second problème est que l'emprise de ces données est assez limitée sur le territoire du parc national. Donc plusieurs essences vont être difficiles à représenter étant donné que l'emprise des données et de leur aire de répartition se chevauchent assez peu pour certaines. Et donc, ça nous a amené à choisir deux essences pour cette représentation, donc le sapin et l'épicéa, afin de comparer l'intégration des données LIDAR aux modèles simplistes dans lesquels nous avons moyenné ces variables de peuplement. Et ce qu'on voit donc principalement, c'est que en ce qui concerne le sapin notamment, on a des résultats assez similaires, mais pour l'épicéa, on a une variabilité locale du dépérissement qui n'est pas forcément prise en compte dans notre modèle plus général. Et ceci montre que l'intégration de ces variables de peuplement serait a priori non négligeable et que nos modèles sont donc un peu simplistes à ce sujet, mais que les variables climatiques, elles, permettent de discriminer des classes de dépérissement à plus grande échelle. Et donc pour faire une petite conclusion donc sur notre travail, donc ces 5 semaines de projet, elles ont abouti à la création d'un OAD qui est basé sur le dépérissement et à la production donc de cartes de vulnérabilité par essence. Et donc ce qu'on a observé, c'est qu'on a plutôt une cohérence entre les taux de dépérissement qui sont observés sur le terrain et la modélisation que l'on a pu réaliser. Et on a aussi une cohérence écologique des courbes de réponse dans la plupart des cas. Donc c'est plutôt rassurant. Et les différentes approches qu'on a pu tester, les résultats qui en sortent sont aussi cohérents. Donc tout ça, c'est un peu rassurant, mais on a quelques limites quand même à notre travail, notamment donc les variables de peuplement qui sont constantes. On n'a pas eu l'occasion et l'opportunité d'aller beaucoup plus loin, mais on voit bien avec le LIDAR qu'il y a quand même une variabilité spatiale. Et donc les performances de nos modèles, elles pourraient être améliorées puisqu'on reste quand même sur des performances qui sont correctes, mais pas non plus extravagantes. Et donc dans les perspectives que l'on aurait, ce serait donc de pousser un peu plus l'étude de la vulnérabilité sous les différentes approches.
pour voir s'il y a des différences dans l'effet du changement climatique sur les différentes essences. Et pour aller encore plus loin, ce serait donc d'étudier différents scénarios climatiques, puisque dans notre cas, on a eu le temps en tout cas n'en étudier qu'un seul. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on peut passer aux questions. Je vais commencer les questions. Bonjour. Donc Vincent Bisquet-Gracia du département de la santé des forêts, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. J'ai deux questions, remarques, notamment sur la première, sur l'indicateur qui a été utilisé donc pour la modélisation. Donc 50% en branches mortes dans le houppier notable. Bon, c'est avantageux parce que donc il y a les données hygiène qui permettent d'avoir accès à ces données-là. Moi, je me questionne sur est-ce que vous en avez vu beaucoup des arbres avec 50%, enfin plus de 50% de mortalité de branche? Moi, je trouve que c'est assez fort quand même comme indice, surtout sur des résineux où on a tendance quand même à avoir de la mortalité de branche chez les résineux quand on est sur un phénomène de dépérissement assez avancé. Je me demande si c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'il n'y a pas eu trop de modèles qui a marché entre guillemets au niveau du pain maritime. J'ai cru comprendre les résultats étaient moins satisfaisants. Je me demande si c'est pas lié à ce phénomène-là. Voilà. Et ça m'intéresse notamment de savoir sur le sapin, est-ce que vous en avez vu beaucoup de la mortalité de branche? Sur le terrain, en tout cas, on n'en a pas vu observer beaucoup. Mais ensuite, sur les données de l'IFN plus précisément, je sais pas trop. Non, pas particulièrement. Après, on s'est surtout basé sur des travaux précédents pour fixer ce seuil, mais nous-mêmes, en travaillant dessus, on s'est posé la question si ça valait le coup de peut-être prendre en compte de façon plus large cette partie. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que rien que nos observations sur le terrain, ça montre que sur les résineux, on avait observé moins de mortalité de branches. Peut-être juste préciser une chose que vous n'avez pas précisé, c'est que vos modèles ont été calibrés à l'échelle nationale. D'accord. Donc avec le jeu de données de l'inventaire forestier, France entière, donc vous avez, je ne sais plus combien de placettes, hein, et parce qu'effectivement le sapin, visiblement, il n'y a pas beaucoup de mortalité de sapin à l'échelle du parc là, mais par contre du coup, et c'est ce que vous montrez sur la période actuelle, hein, il me semble que vous avez une probabilité de dépérissement qui est faible. Par contre, vous servez de ces données de calibration pour aller simuler le futur, et c'est là où vous allez montrer que au-delà d'un certain seuil, il va y avoir le dépérissement qui apparaît. Mais du coup, c'est pas calé avec vos jeux de données sur l'emprise du parc, mais bien à l'échelle nationale avec les données de l'inventaire. Je comprends beaucoup mieux maintenant les cartes, mais merci beaucoup. Ma deuxième question, c'était sur l'indice, enfin la variable, une variable qui revenait beaucoup, j'ai l'impression, qui est la circonférence à 1,30 m. À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez une explication derrière cette apparition assez fréquente? Généralement, ce qu'on voyait dans les courbes de réponse des modèles, c'est une courbe qui ressemble classiquement à celle d'auto-éclaircie. C'est-à-dire que dans les plus petites circonférences, on va avoir plus de mortalité. Donc c'est peut-être en lien avec ça. En tout cas, c'est une des hypothèses que nous, on avait pu soulever. D'accord, donc le sens de réaction, c'était plus la circonférence. Oui. D'accord. Plus la circonférence est faible, plus la probabilité de dépérissement est élevée. D'accord. Moi, j'aurais eu tendance à penser, enfin, en lisant, j'avais en tête l'inverse en lien avec les vieillissements des peuplements, mais d'accord. Donc oui, des peuplements plus jeunes dans ce cas-là qui sont plus en compétition, notamment si c'est des peuplements non gérés, ça peut introduire ce biais-là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il y a deux autres mains levées. Oui, moi j'ai pas bien compris, je suis désolé. La partie donc sur la diapo sur le chêne pubescent, ce que vous avez expliqué sur les variables peuplement qui influençaient fortement. Si vous pouviez revenir dessus et réexpliquer, si possible. Ouais, donc en fait, ce que vous voyez je sais pas si on voit la souris à l'écran, mais les variables qui ont été sélectionnées, c'est donc le C13, l'interaction numéro 1 et le Gini. Et en fait, les variables C13 et Gini, on n'a pas eu accès à des données spatialisées à l'échelle du parc. Donc comme vous pouvez voir par exemple sur la droite ici.
Et donc, ça nous a pas permis de faire une cartographie donc fine sur ces indicateurs-là. Donc, on a dû choisir une valeur à attribuer pour ces deux indicateurs. Et du coup, c'est les valeurs que vous voyez juste ici. Donc, on a fait une valeur moyenne. On a pris une valeur moyenne qu'on a calculée sur l'ensemble du parc. Et donc, on a attribué ces valeurs-là pour le modèle. Mais du coup, ce qui implique qu'il ne reste que cette valeur-là enfin, cette variable-là qui va varier en fait spatialement. Et du coup, les variations que l'on voit ici, elles sont très liées aux variations de cette variable qu'on voit ici. Et donc, ça perd, enfin, ça perd beaucoup de son sens, en fait, finalement. Si pour la retraduire, c'est le ratio là entre la variabilité, l'augmentation de température et la température initiale. Oui, exactement. Forte variation de température avec une température initiale basse. Exactement, c'est ça. Est-ce que le chêne rouge n'aurait pas mieux résisté? Non, mais avant, la carte de droite, est-ce que je comprends bien si elle indique qu'en altitude, les chênes blancs vont mourir avant ceux qui sont à basse altitude? Oui, globalement, c'est ça. C'est pas hyper intuitif. Non, mais parce que du coup, il y a un gros biais. Enfin, a priori, oui, c'est pour ça, en fait, les résultats qu'on vous a présentés, ils sont à prendre avec des pincettes. Entre énormément de prudence et fausse, il y a une différence sémantique. Moi, la dernière fois que j'ai fait mathématiques, l'informatique n'existait pas, donc je ne vous attaquerai pas sur ces modèles-là. Par contre, ça, c'est mon pays. Et le fait que le sapin court pas de danger à moyen terme me paraît très, très contre-intuitif par rapport à ce que j'observe. Et la même chose, les dépérissements de chênes blancs, dans la partie basse, on les observe déjà. Donc, le fait que quelque chose qui existe déjà n'existe pas dans le futur est assez contre-intuitif. Donc, moi, je voudrais revenir un peu sur Terre. Pour pas parler que des chambres d'agriculture, on peut parler du conseil départemental du Gard et de l'étude qui a été proposée à BRL, qui a été publiée dans un modèle très accessible il y a 2 ou 3 ans, qui, dans sa page 9, je crois, dit qu'à Nîmes, il faut escompter le climat de Séville en 2050. Donc, 2050, c'est en 25 ans. Je serai, j'espère, peut-être encore là. Et en 2100, on nous parle très poliment du climat du sud de la Tunisie. Et quand on a une vague notion de géographie, le sud de la Tunisie, c'est le Sahara. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique comment... Et donc, ça, c'est dans 75 ans. Et je rappelle qu'en Lozère, on a la première éclaircie qui intervient en général autour de 40 ans, et que donc à 75 ans, on a des peuplements qui sont en pleine production. Donc, je m'interroge sur comment on peut imaginer avoir le climat du Sahara à Nîmes et du sapin à l'Iguane. C'est ça la question que je pose. Sapin normal? Non, du sapin. Et de ce fait, même sapin non normand, les sapins non normands sont en train de dépérir le long de la corniche, il faut s'en souvenir. Donc, je pense, je ne sais pas quels sont les modèles mathématiques que vous utilisez, mais il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est que l'observation du terrain doit être le préalable à la mesure. Et moi, ce que je vois là ne me convient pas du tout, et en tout cas, n'est pas utilisable pour conseiller des propriétaires forestiers. Oui, bien sûr, il y a des différences entre ce qu'on voit sur le terrain et ce que vous voyez à l'écran, puisque en fait, même les données actuelles, ça reste de la modélisation, et c'est pour ça qu'on a essayé de recouper au maximum avec les données de dépérissement, mais parfois ça manque, et parfois il y a des erreurs, et bien évidemment, ça c'est juste une projection et quelques GSM qu'on a pu utiliser, mais il y a des scénarios qui peuvent être bien pires, et du coup, forcément, les cartes qui en ressortiraient seraient bien différentes. Donc, c'est qu'une seule proposition. On ne peut pas non plus balayer l'ensemble des scénarios possibles. Et j'imagine qu'il y en a des bien pires comme il y en a des bien plus optimistes. Oui, alors vis-à-vis des uns et des autres, et j'aurais tendance à vous dire, mes chers enfants, on a un problème aujourd'hui dans nos milieux professionnels d'acceptation de la vérité scientifique. Donc, ce à quoi j'invite les uns et les autres, c'est de réfléchir à l'utilisation de l'ensemble de ces modèles et de les présenter, ou d'inviter des gens comme moi
qui sont chargés d'accompagner des gens qui prennent des décisions pour leur propriété, parce que suivant qui voit ce genre de type de travail, il peut en tirer des conclusions sur la science qui sont délétères. Et donc, j'attire l'attention des uns et des autres sur ce sujet. Excusez d'être un peu strict, mais l'éducation est comme ça. Merci beaucoup d'avoir soulevé ce point. En tout cas, je vois qu'il y a d'autres mains qui se sont levées. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, merci. C'est encore moi, désolé. En termes de rendu, quelque chose que je voudrais bien voir en annexe éventuellement dans le rapport, c'est les courbes de réponse, là vous en parlez, on les a pas eues. Ou alors soit les courbes de réponse, enfin si possible les courbes de réponse, peut-être bien les équations aussi, si vous avez ça à portée de main des modèles. En fait, c'est pour me rendre compte dans quel sens joue le diamètre, par exemple, parce que le diamètre peut jouer dans deux sens différents. C'est ce que je disais là vite fait dans le chat en réponse à la personne du DSF, c'est qu'il y a d'une partie ça peut représenter le statut social. Donc plus l'arbre est un petit diamètre, en fait, c'est souvent, enfin, ça peut être qu'il est plus petit que les autres arbres, et donc il se fait bouffer entre guillemets, donc il va plus avoir tendance à mourir. Donc là, le diamètre peut avoir un effet négatif sur négatif sur le pourcentage de dépérissement ou la probabilité de dépérissement. Et à l'inverse, sur certaines essences, et ça dépend un peu des études, mais des fois l'âge et donc le diamètre dans une certaine mesure, pour des essences qui sont peu longévives, peut avoir un effet sur le dépérissement, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que un diamètre important peut refléter un âge important sur des essences qui sont pas très très longévives et donc peut augmenter la probabilité de dépérissement. Et en fait, du coup, je serais très intéressé de voir comment ça se passe dans le modèle. Voilà. Est-ce qu'on voit ces effets-là, est-ce qu'on les voit pas, et voilà. Même après en termes de ça peut peut-être être, je sais pas si on peut aller jusqu'à de la préconisation en gestion, mais voilà, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a dès qu'on arrive sur des diamètres importants, on a des forts dépérissements sur certaines essences. Enfin voilà, ça peut être des choses un peu intéressantes à regarder. Et autrement, j'avais une question, mais à laquelle a répondu plus ou moins Christian, c'était sur justement la calibration là, des modèles. Quand on a eu notre petite réunion précédente, là, je vous avais posé des questions sur, sur le fait de faire attention, parce que si vous modélisez des trucs très rares, en gros, des dépérissements sur le sapin, il n'y en a pas pour l'instant de la SVN. Et éventuellement, si vous avez ça sous la main, je serais preneur aussi des cartographies de ce qui est prédit versus ce qui est observé par vos modèles. C'est-à-dire là vous avez votre petite matrice sensibilité, spécificité, tout ça, de l'avoir en carte, parce que ça en fait c'est juste c'est une proportion du nombre de points. Si jamais vous l'avez en carte, en fait on peut avoir un modèle qui est bon en spécificité et en sensibilité, pardon. Mais quand on l'affiche en carte, en fait on se rend compte que le modèle peut complètement surestimer ou complètement sous-estimer la mortalité. Et ça peut arriver quand on modélise des phénomènes qui sont soit très fréquents, soit relativement rares. Voilà. Mais si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir les courbes de réponse et les équations sur des modèles. Pour les courbes de réponse, on les a. On peut aussi sortir j'imagine que les coefficients t'intéressent aussi dans les. Ouais, donc ça, on peut les avoir. Et en ce qui concerne les cartes, en fait, on a les cartes qu'on a sorties à partir des taux de dépérissement. Est-ce que c'est ça précisément que tu veux? En fait, non, moi, ce que je veux voir, c'est votre modèle qui vous dit oui ou non dépérissement versus la réalité. En fait, ce avec quoi vous avez calculé votre spécificité et sensibilité. Ok. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, c'est moins important. Pour le moment, on l'a pas. Après, je sais pas à quel point c'est facile à récupérer. En fait, c'est juste pour détecter une potentielle surestimation ou sous-estimation de la mortalité de certaines essences, quoi. Oui, Élise, pour le CRPF. Donc, on vous l'avait déjà dit dans les travaux préparatoires qu'on était. Noé l'a déjà dit, on était étonnés par les cartes. Et pour répondre un petit peu à Frédéric, il faut bien replacer le contexte du travail des étudiants. On est dans quelque chose où on essaye de se projeter, on essaye d'utiliser des modèles et de voir comment on peut modéliser des choses qu'on constate sur le terrain et avec des outils prospectifs. Donc on voit bien les limites des usages des modèles. C'est pour ça que les étudiants ont créé tout un tas pas tout un tas, mais
en tout cas sur les 9 essences principales, ils ont créé des fiches avec justement les attentions, parce que l'idée, c'est pas de reprendre ces cartes-là. Enfin, je veux rassurer tout le monde hein, sur le travail futur de la fusion des guides de stations. C'est bien d'avoir complété des données, d'avoir des prospectives. On a déjà commencé un peu de travail, nous, technique de terrain, mais on voulait aller plus loin sur tout ce qui était dépérissement et voir comment les essences pouvaient répondre, notamment en se basant sur ces fameux climats qu'on sait qui vont bouger. On s'aperçoit que tout n'est pas modélisable et tous les résultats sont pas fiables à 100%, mais de toute façon, aucun modèle ne pourra être fiable à 100%. L'idée, c'est de pouvoir utiliser un peu ces mécaniques et puis après d'y mettre de l'humain et de pouvoir ensuite adapter ces résultats et surtout nous mettre des seuils d'alerte en fait sur ce qu'on peut préconiser vis-à-vis des propriétaires forestiers. Mais on n'est pas encore dans la préconisation à destination des propriétaires, on est bien dans un travail prospectif de recherche avec un volet scientifique réalisé par les étudiants. Merci pour les précisions, c'est vrai que c'était important. On a oublié de le rappeler. Je ne vois pas d'autres mains levées, je ne sais pas si quelqu'un a encore une question. Sinon, on passera à l'équipe suivante.